Mais Emmanuel, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Sarah, aujourd'hui, on va parler de bouquins. Et ouais, à 18h39, on reçoit souvent des livres, on en lit pas mal. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'en parlerait pas sur notre chaîne YouTube? Un petit club de lecture. C'est le club de lecture, par 18h39. Alors moi, le livre que je lis en ce moment, c'est celui-là. Donc c'est un livre qui dit « Et je ne suis jamais allé à l'école ». Ça vient de sortir en poche il y a 1 an à peu près. Et le sous-titre, c'est « Histoire d'une enfance heureuse ». Donc cet auteur, André Stern, c'est lui qui parle, qui n'est jamais allé à l'école. Est-ce que ça veut dire qu'il a appris chez lui à la maison? Comment est-ce qu'il a appris? Alors, André Stern, effectivement, il n'est pas allé à l'école, il raconte son histoire. Il parle de ce terme école à la maison, il n'est pas d'accord parce que, justement, c'est pas à l'école. Il n'a pas transposé les codes de l'école à la maison, en fait. C'est complètement différent, sa manière d'apprendre les choses, et c'est ça qu'il raconte. Il y a aussi la notion de maison, c'est-à-dire que, oui, il est chez lui, il n'est pas à l'école, mais ça ne veut pas dire qu'il est tout le temps à la maison. Il va prendre des cours aussi, il va prendre des cours, mais pratiques, c'est-à-dire il prend des cours de guitare, il va même voir des cours au Collège de France et tout. Donc il est souvent dehors, il est aussi dans la nature, évidemment. Il a vécu à Paris quand même, donc ça aussi c'est pas mal de voir que dans son histoire, on a presque l'impression des fois quand on lit qu'il est à la campagne. Ouais. Et justement, est-ce que ça a été plus difficile pour lui que quelqu'un d'autre que de s'intégrer à la vie active, son premier emploi, comment ça s'est passé cette insertion dans la vie professionnelle? Ouais, il en parle pas mal parce qu'il répond à toutes les critiques ou toutes les questions qu'on lui pose à la fin du livre, c'est pas mal, il fait toutes les questions qui reviennent en permanence sur... Réponse aux haters. Ouais, c'est ça, c'est marrant, c'est aussi, ça prouve un petit peu, il y a plein de questions amusantes qu'on lui pose souvent et lui il dit, là, typiquement là-dessus, il répond très bien en disant qu'il a eu aucun problème à rentrer dans la vie active parce qu'il était déjà plus ou moins dans une forme de vie active, qu'il côtoyait des gens qui travaillaient, qu'il a même travaillé un peu déjà enfant, il a été apprenti, etc. Et qu'il dit, au final, c'est pas plus compliqué, c'est presque plus compliqué pour quelqu'un qui a été à l'école toute sa vie, et qui ou à la fac, etc., et qui doit tout d'un coup travailler. Parce que c'est effectivement totalement différent le monde du travail et l'école ou la fac. Ou même la fac ou les grandes écoles, c'est pas du tout la même chose que le monde du travail. Et donc, effectivement, sa réponse là-dessus est plutôt juste. Et toi, comment tu as connu le livre? Qu'est-ce qui t'a donné envie de le lire? Le fait de ne pas aller à l'école comme ça te parle? En fait, moi, j'ai eu envie de lire le livre parce que je faisais un sujet sur l'école à la maison, justement, qui ne devrait pas s'appeler comme ça, ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'instruction en famille, plutôt. Et du coup, en faisant ce sujet-là, je me suis renseigné et je suis tombé sur différents types de livres, dont celui-là, qu'on m'a conseillé, je crois. Et du coup, ça m'a intrigué parce que c'était utile pour le sujet, et en même temps, moi, ça m'intéressait parce que pour mes enfants, et puis aussi parce que justement, sans aller jusqu'à dire on va faire l'école à la maison, ça m'intéresse que de remettre en cause comment on va à l'école, c'est quoi l'école, parce que même si moi aussi j'ai pas un rapport négatif à l'école, mais quand même je trouve qu'il y a des trucs absurdes dont il parle très bien. Si on garde ses enfants à l'école, c'est quand même utile pour les moments où ils ne sont pas à l'école, de lire ce livre, pour les moments où ils sont en week-end, en vacances, etc. Parce qu'au final, ce qu'il fait, on peut le faire aussi malgré tout sur les moments de temps libre qu'on a avec ses enfants. Et toi Sarah, c'est quoi ton petit livre de chevet en ce moment? Moi, dans ma panoplie du moment, j'ai Witch Please, qui est un bouquin écrit par Jack Parker, connu sous ce pseudonyme mais qui s'appelle en fait Taous Merakchi. Et il s'agit en fait tout bêtement d'un grimoire de sorcellerie moderne. Alors quand je dis grimoire, en fait je veux dire guide. C'est un petit guide de base qui permet de s'initier à la magie si on a envie de se tourner un petit peu vers des choses un petit peu plus ésotériques. Rien à voir avec la grande cape ou la baguette magique, quoique elle nous explique un petit peu comment on peut fabriquer notre propre baguette magique, mais plutôt des petits rituels et des petites astuces très pratiques pour se sentir bien, se recentrer, purifier l'air de sa maison. En gros, plein de petites idées pour se sentir mieux. Jack Parker explique que tout est magique, selon l'intention qu'on y met. Donc, cuisiner son plat préféré, se faire couler un bain ou aérer sa maison, ça peut avoir une dimension un peu magique. Je pense que les gens pas fans de magie, un peu sceptiques, ça résonnera peut-être moins. Okay. Même si ça se cultive et qu'elle le dit. Il faut trouver un peu son pouvoir, trouver quel type de sorcière on est. D'accord. Et de sorcier, ou de sorcier. Ouais. Oui, parce que ça s'adresse... un homme peut quand même le lire ou je pense qu'un homme peut le lire, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'elle s'adressait aux sorcières.
du fait déjà de l'attaquer sous le prisme un peu féministe. Donc il y a le côté sacré de la femme qui s'émancipe, qui se libère. C'est pour ça, je pense qu'elle s'adresse plus aux sorcières qu'aux sorciers. Mais du coup, c'est un peu paradoxal avec tout ce côté non normé qui peut être mis en avant dans le livre. C'est la petite critique que je ferai à ce bouquin. Ouais. Ok. Et on parlait un peu de la forme grimoire. Est-ce que comme dans un grimoire, il y a des recettes, des trucs, des astuces, Ouais. Alors il y a plein de petites calendriers. recettes. Il y a un truc qu'on appelle les correspondances. Voilà, dans la magie, c'est la deuxième partie du bouquin avec encore une jolie illustration. Là, c'est vraiment chaque aliment a sa symbolique, chaque jour de la semaine a son sens. De façon très concrète, purifier l'air de sa maison. On peut commencer par aérer en grand, pendant 5 minutes, se le dire dans sa tête, se le concrétiser en disant « je suis en train de purifier ma maison et de la nettoyer de l'intérieur ». Okay. Après, il y avait aussi brûler de l'encens pour le nettoyer, pour changer un peu d'air. Et il y a aussi brûler donc, un bâton de sauge. Donc ça, c'est le kit de base de la sorcière, c'est le bâton de sauge. Et alors, moi, un petit rituel que j'ai fait, par exemple, c'est poser une question à l'univers. C'est comme ça qu'elle le présente dans le livre. On peut le faire de différentes manières, avec une bougie qu'on allume ou avec une petite feuille de laurier que j'ai trouvée tout simplement dans mon bouquet garni avec lequel je cuisine. Okay. On l'embrase. S'il crépite et qu'il s'enflamme vite, c'est qu'a priori la question à laquelle on a posé, c'est une réponse positive qu'on obtient. Si elle a du mal à s'enflammer, c'est que les énergies ne sont pas avec nous et qu'a priori c'est plutôt négatif. Okay. Et c'était positif pour moi, je tiens à vous rassurer. Du coup, tu as déjà fait un rituel, mais est-ce que tu vas poursuivre un petit peu l'expérience en te procurant des herbes, des pierres Justement, depuis que je me suis intéressée à ce livre Witch Please, j'ai connu la lithothérapie, donc le pouvoir de guérison par les pierres. Et moi, je me suis procuré une pierre qui s'appelle la labradorite, que j'ai toujours sur moi, qui est donc dans ma poche, dans une petite pochette dédiée. Et la labradorite, c'est pas du tout une pierre qui est destinée aux chiens, contrairement à ce que son nom pourrait faire croire. C'est une pierre qui chasse un petit peu les énergies négatives pour les personnes empathiques, qui fait barrière contre les états d'âme négatifs des uns et des autres. Voilà. Donc je l'ai eu dans une petite boutique spécialisée à Lyon. Ok, et du coup tu le conseilles, j'imagine, enfin t'en parles quand même. J'en parle à tout le monde, ouais. J'en parle à mes parents, j'en parle à mes amis, et je le consulte régulièrement. Donc pour moi c'est un essentiel à avoir dans sa bibliothèque si on n'est évidemment pas fermé à des sujets un peu plus ésotériques. Oui, c'est sûr. Il faut être un petit peu sensible. Voilà, il faut quand même une sensibilité, sinon tu as juste envie de critiquer, quoi. Alors dis-moi Mathieu, c'est quoi le dernier livre qui t'a le plus marqué sur la maison récemment ? Alors moi, dans le cadre d'un article, j'ai dû lire « La charge mentale des enfants quand nos exigences les épuisent ». C'est un ouvrage qui a été écrit par Aline Natival-Id Amou, qui est psychologue clinicienne spécialisée dans les adolescents et les enfants. Du coup, moi je pensais que la charge mentale c'était dédié aux femmes, et donc pour les enfants, en quoi ça consiste ? Alors au quotidien, comment ça se traduit ? Eh bien, par exemple, dès le réveil, alors que l'enfant est encore en pyjama, eh bien, il sait que le soir même, il a cours de danse, par exemple. Et donc au petit déjeuner, eh bien, il sait qu'il il se projette dans la journée, il essaie de tout anticiper, et alors qu'il est en train de manger ses céréales, eh ben, il va penser à son sac, ses affaires auxquelles il doit penser pour être en tenue le soir même. Par exemple, quand il est à l'école, quand il est en cours de maths, s'il sait qu'après il a cours de français et que la dernière fois il a eu une note pas terrible à son devoir de français, eh ben, en cours de maths, il va être en train de penser à ce cours-là et de savoir qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre en œuvre pour pas se ramasser comme la dernière fois. Donc c'est le fait d'anticiper, de se projeter en permanence, et ça crée un stress conséquent. Après, il y a un deuxième volet qui fait que les enfants n'ont pas du tout le même rapport que nous à la temporalité. Dans le livre, la psychologue explique que la notion de temporalité et de gestion du planning, l'enfant l'intègre à partir de 11-12 ans. Donc en gros, quand on explique ou quand on crie sur un enfant en lui disant « Il est 8h, tu te rends compte, il est 8h, il faut te dépêcher », et ben pour un enfant de 7-8 ans, ben, ça ne veut rien dire en fait. Il est 8h. Mais du coup, comment on fait pour le soulager de cette charge mentale ? Alors justement, ce que Aline Natival-Id Amou explique dans son livre, comme les enfants ont tendance à avoir un emploi du temps surchargé, ce qu'il faut faire,
C'est une pause, tout simplement. C'est leur apprendre à prendre le temps de ne rien faire, de ne pas faire quelque chose qui stimule forcément le cerveau. Donc s'allonger, danser, rire, ne pas faire des choses qui sont utiles forcément à la journée. Et surtout apprendre aux parents à passer du temps avec leurs enfants, mais pas seulement pour les nourrir, leur faire prendre le bain ou leur faire faire les devoirs. Non, c'est passer du temps, un temps qui est qualitatif avec leurs enfants, du temps qui n'est pas lié au stress. Mais du coup, toi, qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce bouquin? Au-delà du titre un peu provocateur qui joue sur le fait que la charge mentale, ça devient quelque chose dont on parle énormément, je pense que ce livre est très intéressant pour les parents, avant tout. Et le livre est assez bien fait parce qu'il y a vraiment toute une démarche pratique. Il y a un questionnaire à la fin sur l'auto-évaluation des parents, sur les attentes par exemple, et le stress qu'ils peuvent provoquer chez leurs enfants. Et des clés pour essayer d'identifier si leur enfant souffre de cette charge mentale ou pas. Voilà, donc moi je recommande à tous les parents de jeter un œil à cet ouvrage-là. Et toi Marion, qu'est-ce que tu as lu sur la maison récemment ? Alors moi, j'ai lu un livre qui s'appelle « Chez soi » de Mona Chollet. En fait, c'est une odyssée de l'espace domestique. Quelle est la vision du « chez soi » selon Mona Chollet ? Alors il faut savoir qu'en fait, Mona Chollet, c'est quelqu'un de très casanière. Elle le revendique. Elle, en fait, elle a besoin de s'isoler dans sa maison pour faire face au monde extérieur et pour être bien, en fait, à l'extérieur. Donc tu expliquais que Mona Chollet revendique le fait d'être assez casanière. Comment est-ce que c'est perçu ça socialement, le fait de préférer passer du temps chez soi plutôt que d'avoir des activités sociales extérieures ? C'est assez mal perçu. On est considéré comme flemmard et comme associable si on raconte ouvertement à ses collègues qu'au lieu d'aller à un anniversaire le week-end dernier, on a préféré rester chez soi à ne rien faire. D'accord. Et en fait, ça contrebalance un peu avec le fait que sur Instagram, aujourd'hui, on est un peu dans une course à la story et chacun va vouloir mettre le plus de stories possible pour épater un peu ses followers et pour rendre des comptes un peu à ses followers. Donc t'en parlais tout à l'heure, les réseaux sociaux comme Instagram ou Pinterest, c'est aussi un moyen de nous faire fantasmer les intérieurs. C'est clair. En fait, on est face à un catalogue infini d'objets qui nous font envie et ça va être difficile de réfréner son envie compulsive de tous les acheter. Par exemple, on peut acheter un canapé compulsif et alors le paradoxe, c'est qu'on ne va pas avoir le temps de s'asseoir dessus parce qu'on est pris par 20 000 autres activités à faire en dehors de chez soi. Oui, tu viens de le dire, en fait, on est tellement happé et préoccupé par la mise en scène parfois de son intérieur qu'on oublie aussi que sa maison, c'est la vraie vie, c'est faire le ménage, c'est gérer sa vie domestique. Donc, si on n'a même pas le temps de s'asseoir sur son canapé, comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça ? En fait, il faut savoir que le travail domestique, elle le considère comme déprécié. Elle a tendance à dire qu'on va le refiler à quelqu'un d'autre parce que c'est vraiment une mission bas de gamme que personne n'a envie de faire. Et en fait, c'est les femmes qui en souffrent le plus puisque c'est elles qui héritent de cette tâche. Qui héritent de cette tâche à cause de la société, en plus du rôle de la femme, de l'épouse, de la mère et de la travailleuse. Et toi, Marion, qu'est-ce qui t'a le plus intéressé dans Chez soi de Mona Chollet ? Je me suis assez retrouvée en elle, dans le côté introverti, et ça m'a apporté des réponses que je me posais parfois sur pourquoi ça me faisait autant de bien de rester chez moi toute une après-midi entière, par exemple. Ça t'a déculpabilisé sur le fait d'apprécier de passer du temps chez toi ? C'est clairement ça. Alors moi j'ai décidé de vous parler de Tiny House, le nid qui voyage. Donc c'est un livre en fait d'inspiration avec des portraits de plusieurs personnes qui habitent en tiny house. Comme son nom l'indique, c'est des maisons qui font peut-être 20 mètres carrés maximum en France en tout cas. Okay. Et en général, ces maisons sont posées sur une remorque pour pouvoir être déplacées. Okay. Et en fait, c'est un livre qui a été écrit par Yvan Saint-Jour avec Bruno Thierry. Et Yvan Saint-Jour, c'est lui qui a construit la première tiny house en France en 2013. Donc, il était vraiment précurseur. Et donc, eux racontent un peu ce qui leur plaît dans les tiny houses, mais surtout, à chaque fois, tu as un portrait avec la présentation de l'habitant ou l'habitante d'une tiny house et des photos de sa maison, un plan de sa maison. Et donc, à chaque fois, ça montre des modes de vie un peu différents pour montrer que même dans 20 mètres carrés, ça peut être des agencements complètement différents, en fait. Donc, on suit dans ce livre plusieurs profils, finalement, c'est ça
Oui, voilà, c'est des profils assez différents. Par exemple, alors je vais regarder un profil qui m'a marqué, c'est voilà l'histoire de Marie-Jeanne. Donc elle vit, en tout cas, elle vivait au moment de la parution de ce livre en 2016 dans les Côtes-d'Armor. Et donc voilà, elle est à la retraite et elle avait avant une maison d'hôtes. Et en fait, c'était une grande maison, elle ne se voyait pas vieillir dedans. Et elle a décidé d'essayer de vivre dans une petite maison qui soit aussi plus en adéquation avec sa petite retraite. Donc c'est aussi un choix financier, mais un choix aussi de mode de vie et de confort parce qu'elle est beaucoup plus proche de la nature. Et ça, c'est ce qui revient beaucoup dans les différents portraits. C'est aussi l'envie d'être au milieu d'un champ, dans un verger. Et pourquoi tu as choisi de parler de ce livre-là en particulier ? En fait, c'est un livre qui m'a beaucoup inspirée et que j'aime bien feuilleter de temps en temps. Parce qu'en fait, ça m'a fait rêver quand j'ai découvert le concept de tiny house. Je me suis dit que ça serait sympa d'habiter dans une maison comme ça. Et voilà, j'avais envie de voir si c'était possible et d'avoir des idées aussi d'aménagement, de décoration. Et là, en fait, dans ce livre-là, il y en a plein. Et voilà, ça me fait toujours rêver. Je n'ai pas encore concrétisé cette envie, mais de temps en temps, je me replonge dedans et je me dis, bon, il ne faut pas complètement perdre cette idée, quoi. Ok, donc c'est un peu un livre finalement inspirant pour celles et ceux qui peut-être aimeraient bien se lancer dans l'aventure. Oui, voilà, c'est pour découvrir le concept des tiny house. C'est inspirant parce que tu vois des personnes très différentes qui ont réalisé leurs rêves. Tu retrouves les plans à la fin, donc ça c'est assez sympa. C'est chouette, ça. Tu vois... voilà, qu'en fait, même dans 20 mètres carrés, tu as quand même pas mal de possibilités. Tu mets une mezzanine ou pas. Et voilà, tu vois aussi les solutions techniques que chacun a choisies. Donc, pour le chauffe-eau, pour le chauffage, pour la ventilation. Et ça donne déjà un bon point de départ si tu veux construire ta tiny house. Ok, super. Et toi, Marie, alors, qu'est-ce que tu lis en ce moment ? C'est marrant parce que c'est un thème qui ressemble un peu au tien. C'est un livre sur les cabanes qui s'appelle Cabin Porn. Je sais pas si Cabin porn. Cabin porn. Alors, Carrément. on connaît par exemple le terme food porn. C'est le fait d'aimer un peu secrètement regarder des photos sur un thème en particulier. Donc food porn, c'est sur la nourriture. Ouais. Là, c'est un peu le même principe. C'est cabin porn, c'est aimer regarder des photos de cabanes. Et donc lui, il a construit où sa cabane ? Il a mis beaucoup de temps à trouver le terrain et puis finalement il est tombé amoureux d'une parcelle en plein milieu des bois où il y avait déjà des constructions un peu à l'abandon. Donc avec des amis, ils ont décidé de construire plusieurs cabanes sur le même lieu. Donc il y a une cabane, un dortoir. Parce qu'en fait, ce qu'il explique aussi dans son livre, c'est que son projet de cabane, c'est devenu un peu un projet de communauté. Il y a plein de gens qui ont participé à la construction des bâtiments, etc. Il y a des gens qui viennent pour les aider sur le chantier, un peu comme un chantier participatif. Et en échange des travaux, on leur offre le gîte et le couvert. Donc il y a des gens qui viennent un peu en pèlerinage plusieurs fois par an ou tous les ans pour venir aider Zach et ses amis à construire cet ensemble de cabanes finalement. Donc toi, c'est ton rêve en fait, tu as envie d'aller construire ces cabanes avec eux, c'est ça ? Alors moi, c'est vrai que j'ai plus un penchant pour la ville, mais c'est vrai que d'imaginer, de feuilleter cet ouvrage donne envie de dire bon bah allez, je lâche tout et je vais passer quelques temps dans une cabane. Par exemple, je t'ai trouvé ma préférée. Ouais, je veux bien voir. Tu vas voir. Alors, c'est vraiment à l'encontre de tout ce que j'aime normalement dans la vraie vie, mais j'ai vu cette photo et je me suis dit, waouh, t'es devant un lac, je crois que c'est au Groenland, et t'as ta cabane et il n'y a rien autour. Effectivement, là, il n'y a rien du tout. C'est confort très minimaliste, non ? C'est ça. C'est hors réseau, j'imagine. Alors, c'est pas dit, parce que dans ce livre, il y a surtout le focus sur 6 histoires de gens qui ont construit des cabanes. Et sinon, le reste, les 200... Alors, 200 moins 6, je te laisse faire le calcul. C'est simplement des portfolios et classés par plusieurs catégories. Donc, tu vas avoir des cabanes plutôt classiques, on va dire, au milieu des forêts, comme on se les imagine, en fait, dans nos têtes.
Et puis, tu as des cabanes un peu plus surprenantes. Donc, tu as tout un chapitre sur des cabanes un peu en forme d'igloo. Donc, moi, je trouve ça C'est assez original. rigolo parce que ça change. Alors, tu en as présenté dans la montagne et puis tu en as au milieu de la forêt. Et on a quand même les lieux, si nous, on a envie Oui. d'y aller. Oui, tu as les lieux et puis les photos aussi, avec le nom de la personne qui a partagé la photo. Ok. Vraiment, c'est une archive, comme une archive du site web qui a été créé par cette bande d'amis fans de cabanes. Bon, bah, ça peut être un beau livre pour faire à feuilleter le soir, alors, du coup, pour Oui, faire voilà. de beaux rêves. C'est ça, et puis c'est aussi moi je trouve que c'est aussi un joli objet déco. C'est un peu la tendance de laisser des livres traîner sur la table basse parce qu'ils sont jolis. Je l'aurais fait peut-être un peu plus grand parce que on voit certaines photos, c'est un petit peu pris de loin, on a un peu du mal à imaginer, mais en tout cas c'est un bel ouvrage pour les fans de cabanes et peut-être pour ceux qui vont le devenir après l'avoir lu. Super, merci. Je vais te lire un petit passage là qui m'a bien plu. Nous n'avons jamais reçu d'instruments de musique pour enfants, entre guillemets. Ces objets de pacotille aux couleurs criardes, spécialement étudiés pour leurs petits doigts maladroits. Ces caricatures plus ou moins automatisées qui enferment les enfants dans le rôle unique d'imbéciles, incapables de reconnaître et d'utiliser un vrai instrument.